Bienvenue à notre échange d'idées. Aujourd'hui, on explore une question assez fondamentale issue de nos sources en sciences des données. Faut-il vraiment privilégier les modèles d'apprentissage profond, le fameux deep learning, ou est-ce qu'on devrait plutôt s'en tenir aux approches, disons, plus classiques de l'apprentissage automatique? La vraie question, c'est quand est-ce que l'une est préférable à l'autre, hein, si on se base sur ce qu'on a vu dans nos lectures. Alors pour ma part, je vais défendre la pertinence et même les avantages qui persistent pour les modèles classiques. De mon côté, je mettrais plutôt en avant la puissance et les capacités vraiment uniques des modèles d'apprentissage profond, ceux qui repoussent un peu les limites actuelles, quoi. D'accord. Alors, mon argument principal, il repose vraiment sur l'interprétabilité. Les modèles classiques, bon, on pense aux régressions linéaires, aux arbres de décision, ils sont souvent plus transparents, des sortes de boîtes blanches où on peut suivre le raisonnement. Et ça, c'est crucial dans pas mal de secteurs, on est d'accord. Ils sont aussi, d'après nos sources en tout cas, généralement moins gourmands. Moins gourmands en données et aussi en puissance de calcul. On n'a pas systématiquement besoin de ces GPO, ces processeurs graphiques coûteux, qui sont souvent nécessaires pour le deep learning. Pour les données structurées, les données tabulaires, leur efficacité est bien établie, hein, avec des outils très matures comme scikit-learn. Et puis il y a l'ingénierie des caractéristiques. C'est manuel, certes, mais ça offre un contrôle précis. On sait exactement quelles informations on fournit au modèle. C'est une sorte de principe de parcimonie, en fait, hein. Préférer la simplicité quand elle suffit. Oui, je comprends cette perspective, axée sur la maîtrise, l'efficacité peut-être plus immédiate. Cependant, le deep learning, il brille justement là où ces modèles classiques, eh bien, ils montrent leurs limites. Pensez par exemple aux données non structurées, les images, les sons, le langage naturel, les réseaux de neurones convolutifs, les CNN pour la vision, ou les RNN et les transformers pour le texte. Ils excellent parce qu'ils apprennent eux-mêmes les caractéristiques pertinentes. Donc fini, ou en tout cas en grande partie, ce travail très manuel d'ingénierie des caractéristiques. Ces modèles profonds, avec leurs multiples couches, ils arrivent à capter des relations extrêmement complexes, non linéaires dans les données. Et c'est ça qui leur permet d'atteindre des performances inégalées sur beaucoup de tâches complexes. C'est ça qui justifie, selon moi, l'investissement en données et en matériel type GPU, avec l'appui de librairies très puissantes comme TensorFlow ou PyTorch. Et puis on a des techniques, hein, comme le dropout, l'early stopping pour gérer le surapprentissage. C'est pas une boîte noire incontrôlable. Oui, c'est vrai, les performances peuvent être impressionnantes, mais ce besoin massif en données et en calcul, est-ce que ce n'est pas justement un frein majeur? Franchement, les approches classiques restent bien plus accessibles pour beaucoup de projets, ceux qui ont des ressources limitées ou des jeux de données plus modestes. C'est quand même fréquent, ça. L'efficacité, la sobriété, ce sont des atouts importants, non? L'investissement est réel, oui, j'en conviens tout à fait. Mais il est souvent proportionnel à l'ambition du problème qu'on essaie de résoudre. Pour des applications vraiment de pointe, je pense à la reconnaissance d'objets, la traduction automatique, là où la précision est absolument primordiale, le gain de performance qu'offre le deep learning, eh bien, il justifie amplement ces ressources. Ce n'est plus juste un coût, c'est un investissement pour dépasser un certain plafond de performance que les modèles classiques ne peuvent pas atteindre. D'accord, mais revenons à l'interprétabilité. Dans des domaines où la confiance, l'explication sont capitales, le crédit bancaire, le diagnostic médical par exemple, pouvoir expliquer pourquoi un modèle prend une décision, c'est fondamental. C'est la force de la boîte blanche, justement. C'est un point essentiel, oui, absolument. Mais il y a 2 nuances, je pense. D'abord, parfois, la performance peut primer, surtout si une prédiction plus juste a un impact vraiment majeur, même si l'explication est un peu moins directe. Et ensuite, le domaine de l'interprétabilité des modèles profonds, ça évolue très vite. Nos sources mentionnent des techniques comme les PDP, les Partial Dependence Plots, qui aident à voir comment une variable influence la prédiction. On commence à pouvoir, disons, entr'ouvrir ces fameuses boîtes noires, c'est plus tout à fait nord complet. Et qu'en est-il de l'ingénierie des caractéristiques? Ce contrôle manuel, il permet quand même d'injecter une connaissance métier, une expertise du domaine qui est précieuse. Est-ce que l'extraction automatique ne risque pas de passer à côté de subtilités qui seraient évidentes pour un expert humain? Comme une force qui libère en fait. Ça évite un travail qui est souvent long, parfois subjectif, et surtout ça permet au modèle de découvrir des représentations des données, des combinaisons de facteurs qui sont potentiellement bien plus efficaces, bien plus complexes que ce qu'un humain aurait pu imaginer ou coder manuellement. C'est là, je crois, qu'une grande partie de la puissance du deep learning réside.
Bon, au final, j'ai l'impression qu'on est d'accord sur le fait que ça dépend beaucoup du problème, non? Pour une grande partie des données qu'on trouve en entreprise, qui sont tabulaires, bien structurées, et pour des tâches de classification ou de régression assez classiques, eh bien, les méthodes traditionnelles restent souvent l'outil le plus pragmatique, le plus rapide à mettre en œuvre et souvent suffisamment performant. Tout à fait. Le contexte est roi, comme on dit, mais dès qu'on s'attaque à la complexité qui est inhérente aux données non structurées ou séquentielles, la vision par ordinateur, le traitement avancé du langage naturel, là, le deep learning devient souvent indispensable si on veut obtenir des résultats vraiment novateurs. Il ouvre des portes là où les méthodes classiques sont, disons, moins à l'aise. Donc, pour résumer ma position, les modèles classiques gardent une place centrale pour leur transparence, leur efficacité sur les données structurées et leur robustesse qui est éprouvée dans de nombreux cas d'usage. Et avec des besoins en ressources qui sont souvent plus faciles à maîtriser. Et je conclurai en disant que l'apprentissage profond, oui, malgré ses exigences, est devenu un outil absolument essentiel pour traiter la complexité du monde réel, surtout avec les données non structurées. Il offre des niveaux de performance qui redéfinissent carrément ce qui est possible en intelligence artificielle aujourd'hui. Bon, nos sources semblent converger sur ce point. Il n'y a pas vraiment de solution universelle. Exactement, le choix judicieux entre classique et profond, ça dépendra toujours de la nature spécifique du problème, du volume et du type de données qu'on a, des ressources disponibles bien sûr, et de l'importance qu'on accorde à l'interprétabilité. La recherche des matériaux qu'on a consultés invite vraiment à poursuivre cette réflexion au cas par cas pour chaque nouveau défi.